Bonsoir, merci d'être là avec nous pour voir Bassin Miné en compagnie d'Edouard Ville-Safif, que je remercie d'être venu jusqu'à nous. Mais c'était nécessaire que tu sois là pour accompagner ton film. D'autant que je ne pensais pas, au moment où on le programmait, qu'il y aurait autant d'écho dans l'actualité qu'il aurait cette résonance-là aujourd'hui. Alors Edouard, je ne vais pas déplier ton CV, ça va être compliqué, mais pour dire un peu d'où tu viens, tu es maître de conférence à Paris 7, tu diriges un master pro sur le documentaire, justement, écriture des mondes contemporains. Tu es cinéaste aussi, cinéaste, on pourrait qualifier même de engagé peut-être, en tout cas dans les choix que tu fais, c'est certain. Tu as beaucoup travaillé sur l'immigration et tu as fait des travaux passionnants sur les représentations de l'immigration à la télévision française. Ça a donné la saga des immigrés, deux épisodes de 52 minutes. C'est passionnant. Bon, tu as fait plein de choses, mais en 2006, tu réalises un film qui s'appelle Au pays des gueules noires, la fabrique du Front National, ce qui nous amène déjà à Hénin Beaumont. Puisque c'est là que tu décides d'aller un peu observer la stratégie de terrain et de conquête du Front National. Et puis, ça nous amène à Bassin Miné en 2014, que tu réalises à l'occasion des élections municipales, avec Steve Briouat, que tu connais bien, et que nous aussi, finalement, nous connaissons, puisqu'il est venu jusqu'à nous encourager Sophie Montet le mois dernier. Voilà, donc je veux bien que tu nous dises un mot de ce qui t'a conduit à Hénin Beaumont et de ce que tu vas nous montrer ce soir. D'abord, même en préambule, merci Jean-Michel pour l'invitation. Merci à vous d'être venu ce soir. C'est toujours plaisir de présenter un film dans une magnifique salle comme celle-ci. En plus de voir que vous êtes nombreux ce soir, donc j'espère que je ne vais pas vous gâcher la soirée. C'est pas un film franchement riant, hein, je vous le dis tout de suite, donc pour ceux qui auraient une sensibilité fragile, vous pouvez peut-être vous épargner ce supplice. Moi je suis très content d'être là. Puis surtout, je vais venir dans une belle salle, et puis en plus, avec Jean-Michel, on se connaît depuis près de 30 ans. Donc c'est une projection amicale et ça fait plaisir. Pourquoi Hénin Beaumont? En fait, j'ai découvert Hénin Beaumont en 2002. 2002, vous rappelez-vous, le 21 avril, le choc du 21 avril. Et puis là, j'épluche les résultats électoraux et je vois que on connaissait l'implantation du Front National dans le sud-est de la France. Et puis là, je vois dans le nord, dans l'ancien bassin minier, qui était une région qui jusque-là était une région totalement acquise à la gauche. La seule rivalité qu'il y avait sur le plan politique, c'était la rivalité entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Et là, tout d'un coup, Jean-Marie Le Pen, au premier tour, arrive dans l'agglomération d'Hénin-Carvin, premier, devant tous les autres partis politiques. C'est une région où la droite n'existe pas. Et puis, il y a un jeune élu qui s'appelle Steve Briouat, qui à l'époque totalement inconnu. Et j'appelle à Saint-Cloud, à l'époque le siège du Front National était à Saint-Cloud, et je tombe sur un certain Éric Curiot, qui était à l'époque le mari de Marine Le Pen, et qui était le secrétaire départemental du Front National dans le Pas-de-Calais. Et je m'attends à jouer de ruse pour avoir le contact avec Steve Briouat. Et puis là, à ma grande surprise, il déplie le tapis rouge. On dit: ah, vous avez bien raison, il faut aller là-bas. Je vous donne le 06 de Steve Briouat. Compte tenu quand même de l'historique des relations entre le Front National et les médias, je trouve ça quand même assez étonnant. Et puis je suis reçu par Steve Briouat d'une manière très affable. Je lui dis d'où je viens, je ne lui raconte pas de bêtises. Moi, j'ai passé ma jeunesse dans les organisations antiracistes. Mes parents sont communistes, donc je viens d'une culture de gauche.
Je suis d'origine juive aussi. Et je lui dis tout ça. Et puis, il semble un peu perturbé, donc là, je vous cache. Et puis, je lui propose, je lui dis, est-ce que ça vous intéresse? J'ai envie de comprendre. J'ai pas envie de vous faire un film à charge, j'ai juste envie de comprendre comment se fait-il que dans cette région ouvrière, baignée, biberonnée depuis un siècle par les valeurs de solidarité, les valeurs progressistes, comment se fait-il que vous ayez réussi à vous implanter? Et puis, à cette époque-là, il est inconnu du grand public. Et puis, il a dans la tête un film de Serge Moretti, qu'il a fait sur la campagne de Jospin. Et là, il s'imagine qu'il va être aussi le Jospin, et qu'il va être la vedette, etc. Donc ça l'intéresse. Ils sont, je ne dis pas du tout connus, donc ils se disent, tiens, un film, ça va leur permettre de gagner en notoriété, à la fois sur le plan local, mais aussi sur le plan national, dans l'appareil du Front National. Et donc, on commence comme ça à tourner ensemble. J'en ai fait déjà un premier documentaire, en 2004. Et puis, c'est une histoire qui taraude, et puis aussi, à force d'y aller, on s'attache aussi à une région, on s'attache aussi à un peuple. Je fais des rencontres, je fais des belles rencontres là-bas, pas au Front National, je vous rassure. Et puis, je suis revenu. Et puis, les mêmes mots, quelques années plus tard, sont encore plus amplifiés. Et donc, je veux revenir, voilà, pour voir la suite, convaincu de raconter une chronique d'une victoire annoncée. Et puis donc, je reviens pour les élections municipales, mais je suis en train de m'apercevoir, je suis en train de tout vous raconter, donc je vais m'arrêter tout de suite. C'est un film, mais c'est aussi un outil de débat, donc on se parle ensemble, quoi. Vous avez vraisemblablement des choses à dire, et d'autant plus que, effectivement, vous avez été au centre de l'actualité. J'imagine que vous auriez aimé que ce soit pour d'autres raisons. Mais dernière législative partielle, et la résonance, elle n'est pas simplement sur l'étiquette politique, elle est sur que Sophie Montel elle fait partie de l'écurie de Marine Le Pen avec exactement la même stratégie, et elle a appliqué ici la même stratégie que Steve Briouat, dont ils essayent de faire du prototype d'Hénin Beaumont une sorte de modèle industriel qu'ils veulent reproduire partout ailleurs en France. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas, ils aimeraient, mais des fois, il ne faut pas confondre leurs rêves avec la réalité. Et, voilà, et ça, c'est un peu l'objet, sans doute, de la discussion qu'on aura ensemble après la projection. Voilà, après la projection. Tout à l'heure, au revoir. Bonjour madame, on peut se voir 5 minutes? Je suis Steve Briouat, conseiller municipal FN. Il n'y a pas assez de poigne, il faut de l'or, il faut de la poigne en France. Il faut quelqu'un qui tape sur la table. Si un jour tu vois une voiture qui brûle à Mérico, tu prends la photo, nous on fait un tract pour ça. C'est ce qu'on fait à Hénin Beaumont et ça marche. Ça va, ça va, ça va. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Tiens, ma fille, ça va? Avant, on se battait pour faire 5%. Après, on se battait pour aller au second tour. Maintenant, on se bat pour gagner. Où il ferme? Mais où on va là? Où on va là? Nous on est en train de manger la croûte, on n'a même plus la mie de pain, on a la croûte maintenant à manger. Dans 6 mois, les autres partis politiques auront totalement oublié Métal Europe. Il faut aussi élargir notre discours. Ici, c'est le social, bien sûr. Vous ne pouvez pas vous targuer de représenter les salariés avec l'étiquette politique que vous avez. Je ne veux pas de représentant du Parti communiste. Vous représentez le Parti communiste ici? J'ai été baisé par la gauche, et bien crevez avec la gauche alors. Vous sortez. Voilà. Cette minorité, une minorité qui ne représente rien, ça fait cocu.
Madame Le Pen derrière. Merci. De ce côté-là, derrière vous, s'il vous plaît, c'est le meilleur plan en bas. Le mouvement ouvrier français qui est né ici, dans les mines et dans toute cette région, porte de nouveau le beau et glorieux drapeau rouge qui s'accroche au drapeau de la patrie. Antifascista! Alerta! Antifascista! Je suis complètement barrée, c'est ça. Ouais. La vilaine. Non, mais de toute façon, vous allez m'avoir sur le dos longtemps. Moi, je suis d'ici. C'est sûr que, moi, au départ, quand je mets le pied à un moment, je suis loin de me douter que cette situation-là aurait tendance à se généraliser. En tous les cas, qu'il y aurait les mêmes ingrédients, pour moi, c'est une exception, quoi. C'est un microclimat politique local où il y a tous les ingrédients propices à la montée du Front National. Il y a une gauche délétère, affairiste, absente du terrain. Il y a un climat économique local extrêmement douloureux, dramatique, avec des usines qui ferment jour après jour, et Métal Europe étant le début d'une longue liste. Et puis il y a un Front National qui est présent sur le terrain et qui laboure le terrain, quoi. Donc, et ça, c'est pas une situation qu'on voit. Je disais que c'était une exception. Et aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est un modèle qui est reproductible, mais en tous les cas, c'est vrai que les ingrédients qui étaient à un moment il y a une dizaine d'années ont tendance à se généraliser au-delà du Pas-de-Calais et des nombreux. Donc c'est pour ça que ça a une actualité. C'est surtout un film sur les méthodes, quoi, sur comment ils s'y prennent, quoi. Et comment surtout ils ont une intelligence de la crise morale, de la crise identitaire, de la crise économique, de la crise des institutions, de la crise de la représentation politique. Et c'est peut-être ça leur force, c'est d'appuyer là où ça fait mal, d'appuyer là où le bas blesse. Pour le reste, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Steve Briouat, c'est pas non plus un grand personnage charismatique, quoi. On se dit comment se fait-il que ce type-là, c'est ordinaire quand même, arrive à remporter une élection, et ben c'est parce qu'il y a tout le reste autour. Et tout le reste, ils disent, c'est... et une intelligence, quand même, une intelligence politique de la crise. Et puis aussi, finalement, ils font ce que les autres ne font plus, à savoir de la politique, quoi, de la politique à l'ancienne. La politique à l'ancienne, c'est être à l'écoute de la population, être sur le terrain, être sur les marchés, être dans le boitage, être dans les quartiers. Et puis, alors ça ne suffit pas. Il y a aussi une chose, c'est qu'ils viennent avec des solutions qui paraissent simples, alors que le monde est complexe, quoi. Et c'est quand même beaucoup plus difficile, quand on est à gauche, de tracer des alternatives et de mettre de la dialectique, quoi, dans les choses. On est beaucoup moins entendu aujourd'hui que quand on arrive sur le terrain et quand on va dire que c'est la faute aux boucs-émissaires, c'est la faute aux immigrés, c'est la faute à l'Europe. Voilà, donc il faut leur reconnaître au moins ça, c'est qu'ils ont une véritable intelligence de la crise. Des crises. Et on me dit, pas trop long. Daniel Bordure, journaliste, rédacteur en chef de Factuel Info, journal en ligne indépendant, que je vous invite à aller voir. Moi, j'ai 3 ou 4 remarques. La première, c'est le rôle des journalistes. On est en plein spectacle. Ce film, moi, je trouve qu'il est extraordinaire parce qu'il montre la dérive de notre métier.
c'était avec ce journaliste de RMC qui pose des questions comme un commentateur sportif après un match. Le journalisme s'est dévoyé, et il se dévoie depuis les grandes privatisations de l'audiovisuel qui sont passées sous la gauche. Enfin, ça a commencé avec Canal+, puis après avec TF1. Le deuxième truc, c'est que tout à l'heure, vous avez évoqué, vous avez dit, vous avez connu l'élection de Montbéliard, on est à 70 km, et il ne s'est pas passé exactement la même chose. On est ici à Besançon, moi je suis les campagnes électorales à Besançon, aucun candidat, aucun citoyen visité par les candidats, aucun journaliste ne rencontre la queue d'un candidat du Front National sur le terrain. La stratégie décrite par le film Alain Beaumont, moi je ne la vois pas ici. Je ne l'ai pas vue non plus à Audincourt dans les proportions d'Alain Beaumont. Le dernier truc aussi, c'est que à Alain Beaumont, il y avait, comme ça a été bien dit, de la désespérance qui était provoquée par un échec, des élus pourris, etc. Et ici, sauf erreur, on n'est pas dans cette situation-là. On a des gens qui assurent à peu près. Alors ils peuvent peut-être avoir des orientations politiques qu'on peut discuter, mais ils s'en foutent pas plein les fouilles. Et en fait, le dernier truc moi, que je pensais et qui me donne de l'espoir, c'est qu'au moment où Steve Bribois a été élu, il se passait quelque chose d'au moins aussi important, c'était l'annonce de la victoire de Grenoble et d'une victoire alternative, politiquement, et dans une ville quand même 10 fois plus importante sur le plan de la population qu'Alain Beaumont. Ouais. Je voulais dire ça parce que on pourrait être plombé, on pourrait être triste, mais il ne s'est pas passé que ça il y a un an. Oui, vous parlez de l'intelligence que pourra avoir le Front National à propos de la crise, mais je pense que en fait, ils en parlent simplement. En fait, simplement le fait de parler de la crise économique, de la crise, simplement de parler en tant que représentant politique de tout ce que les gens vivent aujourd'hui. En fait, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a vraiment une intelligence. Enfin, pour moi, ça paraît plus de la démagogie, un peu du marketing que ça, quoi. Voilà, et puis autrement, j'aimerais savoir, est-ce que l'année qui s'est écoulée, là, en fait, nous permet de voir un petit peu ce que le maire, en fait, ce qu'une municipalité Front National a pris comme mesure. Parce que c'est à des moments comme ça qu'on va pouvoir un petit peu, peut-être plus reconstruire quelque chose quand on voit Ménard à Béziers qui interdit aux gens d'étendre leur linge aux fenêtres. Enfin, je veux dire, je pense que maintenant qu'ils sont voilà, au pouvoir, peut-être pouvoir quand même les démasquer. Je crois qu'ils ont gagné 14 mairies quand même. On n'a pas le temps de parler de ça, ça va pas l'air de faire tellement de scandale. Il y a eu un sondage, là, il y a 70% de la population dans les villes gagnées par le Front National qui se déclarent aujourd'hui satisfaits. Bonsoir. Vous parliez effectivement d'intelligence du Front National. Moi, je le trouve effectivement très intelligent sur le terrain, c'est-à-dire dans le sens où ils sont effectivement présents là où les militants politiques ont complètement abandonné. Par contre, je rejoins ce que disait la dame, c'est-à-dire que je trouve qu'il leurs méthodes sont par contre assez grossières et assez puantes. Quand on voit les deux là qui discutent de la façon dont ils vont pouvoir récupérer les photos qui sont éventuellement prises d'une voiture qui brûle, on les sentirait même presque créateurs de ces événements-là pour pouvoir les récupérer et les manipuler. C'est assez grossier. Et il y a une question que je souhaiterais vous poser. Il y a un élément qui est totalement absent de cette réalisation-là. Je ne sais pas si c'est parce que c'était absent de la campagne du Front National, mais c'est les réseaux sociaux. Voilà, on sait que c'est aussi des éléments qui sont très, très influents. Les réseaux sociaux, c'est Facebook, Twitter, etc.
Il y a de plus en plus de campagnes qui se mènent là-dessus. On sait que le Front National diffuse énormément aussi sur ces réseaux-là. On sait qu'il y a une branche identitaire aussi extrêmement réactionnaire, la Soral, Dieudonné, etc., qui diffuse énormément là-dessus. Est-ce que Steve Briouat ou ses équipes sur place ont utilisé ces méthodes-là ou pas du tout? Ils sont présents sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a Steve Briouat, il a un blog, mais c'est pas tellement sa principale force de frappe. Sa force de frappe, c'est des coupons-réponses. C'est qu'ils invitent les gens à distribuer des tracts, ils invitent les gens à répondre, et ensuite ils les invitent à des galettes des rois, à essayer de recréer un petit peu la fraternité qu'arriva à créer le Parti communiste il y a une trentaine d'années. Sauf que c'est plus une fraternité de classe, c'est plus une fraternité universelle, c'est une fraternité identitaire, de petits blancs, mais ça marche dans une région où les gens étaient, il y a encore une quarantaine d'années, extrêmement encadrés. C'était le système des houillères. Donc il y avait les houillères qui fournissaient le logement, la santé, les vacances pour les gamins. Donc du berceau au cercueil, vous étiez pris en charge. Et tout d'un coup, tout ce monde-là s'est évaporé. Et donc il y a des gens qui sont sentis complètement orphelins d'un monde qui était un monde d'embrigadement quasi militaire, mais qui donnait l'illusion d'une protection. Et puis tout ça a disparu, et ils se sont retrouvés là, seuls au monde. Et qu'est-ce qui tenait comme pouvoir? Il y avait le pouvoir économique, les houillères, et il y avait le pouvoir des églises. C'est une région où il y a beaucoup d'immigration polonaise, et les fanfares, les kermesses de l'église étaient un pouvoir important de sociabilité. Et puis il y avait un autre pouvoir qui était le pouvoir politique, où le maire, on savait qu'il était à vos côtés, et que lui aussi était mineur ou ancien mineur, en tout cas d'une famille de mineurs, et le maire était présent aux côtés de la population. Et ça a disparu parce que les élites socialistes ont considéré du jour au lendemain que tout ça c'était fini. Le discours c'était, vous vous basez sur un passé qui est terminé, c'est plus l'industrie, c'est plus les mines, maintenant c'est les services. Et donc toute votre histoire, toute votre dignité, toute votre culture collective, c'est quelque chose du passé, il faut tourner la page. Et donc les gens se sont retrouvés vraiment seuls et dans une région où il y avait encore, par le sport, l'éducation populaire, mais pour le reste, un réseau associatif assez faible. Et il y a une vraie corrélation aujourd'hui entre le tissu social, associatif, et le vote Front National. On s'aperçoit aussi que dans des villes où il y a les centres-villes sont désertés et les seules zones de rencontre, d'espace, sont des centres commerciaux à la périphérie des villes. Et d'un moment, il y a un centre commercial qui s'appelle Auchan, qui est le plus grand d'Europe. Le centre-ville est complètement déserté, les cafés ont fermé, et donc c'est le seul lieu. Et donc il y a des sociologues qui ont étudié ça, cette corrélation entre le désert, qu'ils appellent l'anémie sociale, l'absence de tissu associatif, de maillage associatif, et le vote Front National. Et donc l'électeur Front National est d'abord un électeur qui est complètement décroché d'une activité associative et autres. Et ça, je pense que c'est un rôle extrêmement important dans le vote Front National à Hénin-Beaumont, mais peut-être ailleurs. Juste aussi sur ce que disait monsieur sur le rôle des médias. Effectivement, c'est quelque chose de... C'est pas le facteur unique de la montée du Front National à Hénin-Beaumont, mais c'en est un quand même assez important. Alors je ne devrais pas dire ça parce que les médias ont décerné à Steve Briouat le prix du meilleur élu local de l'année. Le prix Trombinoscope. Voilà. Il y avait quand même Laurent Geoffrin, il y avait le Sud-Ouest, il y avait Ardenne Chabot de France Télévisions, il y avait Gilles Leclerc de Public Sénat, donc tous les grands médias donc ont décidé que Steve Briouat était le meilleur élu local de l'année. Alors qu'à Hénin-Beaumont, les journalistes de La Voix du Nord, par exemple, sont harcelés
quotidiennement dès que on publie des papiers qui viennent, qui font leur boulot simplement de veille critique sur la politique de la municipalité. Donc c'est quand même assez étonnant de voir que des grands médias décernent un prix à quelqu'un d'abord qui a pour l'instant aucun bilan. Ça fait 1 an qu'il est là et généralement on décerne des prix du meilleur lieu local quand même à quelqu'un qui peut se targuer d'un bilan et qui en plus a une position vis-à-vis des médias extrêmement là où on les découvre. C'est-à-dire que par rapport à une culture néo-fasciste, Marine Turchi, journaliste de Mediapart, a été interdite du congrès du Front National, interdite d'accès des manifestations publiques à Hénin-Beaumont, le petit journal de même. Moi, ils m'ont interdit à partir du moment où il faut dire que la première des premiers documentaires, on l'avait organisé à Hénin-Beaumont avec le soutien de la Ligue des droits de l'homme et de Ralfon. C'est vrai qu'ils ont moyennement apprécié, de comprendre, mais est-ce que ça justifie d'interdire d'accès tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Il y a 2 blogueurs que vous avez vus dans le film qui eux aussi sont interdits d'accès aux manifestations du Front National. Donc il y a quand même quelque chose d'assez troublant aujourd'hui de la part des médias qui sont à la fois fascinés par ce phénomène et qui, il faut bien le dire, le Front National est un produit médiatiquement très rentable. Et que demain, en fait, le rêve des grands médias, c'est qu'il y ait un 2e tour entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, parce que c'est le duel des titans, et c'est surtout la garantie pour faire des records d'audience. Donc il y a un cynisme de la part des médias, et puis ils considèrent aujourd'hui que c'est un parti comme un autre, et qu'il faut traiter le Front National comme n'importe quel autre parti. Et puis après, il y a le fonctionnement médiatique aussi. Il y a le fait qu'ils sont allés à Hénin-Beaumont avec tous, que ce soit aussi la presse américaine, la presse japonaise, la presse espagnole, enfin tous les grands médias du monde entier sont venus faire un pèlerinage à Hénin-Beaumont, et ils n'ont pas le temps. Donc ils arrivent là-bas, la première chose qu'ils font, étant donné qu'ils n'ont pas des relais locaux, c'est qu'ils vont à la permanence du Front National et qu'ils sont extrêmement bien accueillis par Bruno Glitt. Vous avez vu que Bruno Glitt, qui entre parenthèses est assistant parlementaire de Sophie Montel au Parlement européen et qui fait partie des 22 assistants parlementaires qui n'ont jamais mis les pieds au Parlement de Strasbourg. Donc le Bruno Glitt accueille tous les médias de manière extrêmement sympathique. Et étant donné qu'il sait exactement ce qu'ils viennent chercher, et les journalistes qui viennent à Hénin-Beaumont viennent avec leur imaginaire, et leur imaginaire sur le Nord, c'est que c'est un peuple, ils sont alcooliques, ils sont incestueux, ils pensent avec leurs pieds, et donc ils sont capables que, s'ils pensent avec leurs pieds, que de voter avec leurs pieds. Et ils pensent aussi que c'est uniquement des électeurs de gauche qui ont basculé à droite, et particulièrement des électeurs communistes qui ont basculé à droite, alors que c'est une ville socialiste. Et alors qu'il y a un électorat de droite qui aujourd'hui est passé armes et bagages vers le Front National. Et donc comme lui, il connaît de manière très scientifique ce qu'ils viennent chercher, ben, il leur offre ce qu'ils sont venus chercher, et de manière assez subtile, insidieuse, finit par leur proposer le casting qu'ils ont envie d'attendre. Donc puisqu'ils n'ont pas le temps, il dit voilà, on va faire un petit tour sur le marché, et là c'est le spectacle de la parade du promenade de santé de Steve Briouat qui effectivement, à force de labourer le terrain, est bien accueilli sur le marché. Ils vont ensuite dans un quartier, une ancienne cité minière qui effectivement aujourd'hui vote Front National, et ensuite vont leur présenter des électeurs de gauche, si possible communistes, qui vont basculer. Et donc il y a une espèce de tour, de FN tour, qui est organisé, et tous les médias ont entendu la leçon et ont diffusé, malgré eux, sans que ce soit conscient, ont diffusé le storytelling du Front National, à savoir Steve Briouat, un élu du peuple, petit-fils de militants CGTistes, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a aucun journaliste qui allait vérifier cette information. Ce militant courageux, cet élu téméraire, présent sur le terrain, et qui, finalement, à force de batailler, a eu ce qu'il méritait, à savoir la ville d'Hénin-Beaumont. Donc il y a une vraie responsabilité,
à N à un moment, mais il y a aussi une vraie responsabilité des médias plus largement. C'est une chose qui, je ne sais pas si, par exemple, la responsabilité aujourd'hui du journal Le Monde, Marine Le Pen qui dit « Nous sommes le premier parti de France », le lendemain, grosse manchette du journal Le Monde, le Front National, premier parti de France. Donc, quand même je ne sais pas si je peux parler de complaisance, mais en tous les cas, une fascination des journalistes aujourd'hui à relayer le storytelling du Front National, parce que, sous prétexte que c'est la nouveauté de la vie politique française, et qu'ils se disent, de toute façon, la diabolisation, ça n'a pas marché, donc essayons autre chose. Et cette autre chose, c'est, oui, quand même une certaine bienveillance. Et donc il y a une partie des élites aujourd'hui qui se disent, qui veulent jouer le coup d'après, qui se disent, pourquoi pas. Et c'est quand même quelque chose quand même assez étonnant, c'est l'attitude de Serge Moretti, par exemple. Serge Moretti, qui filme depuis plus de 20 ans Jean-Marie Le Pen, et qui aujourd'hui fait un film doublé d'un livre, et qui nous explique que Jean-Marie Le Pen, c'est pas ce qu'on croit, mais que Jean-Marie Le Pen, c'est un homme cultivé, c'est un homme sympathique. Donc ça, c'est troublant, parce que jusqu'à présent, ces franges-là, de la population, on va dire éclairée, etc., n'étaient pas du tout dans ce jeu de duplicité et danse avec le serpent, quoi. Ou alors, je ne sais pas qui est le serpent, mais en tous les cas, ils sont quand même très bien, cette stratégie de dédiabolisation, quand même, à paye, et avec la complicité, quand même, active des médias. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que l'histoire retiendra. Dans 30 ans, on s'interrogera sur les causes de la montée du Front National, on s'interrogera sur deux choses. C'est la responsabilité des médias, et la deuxième chose, c'est sur, en tout cas à un moment, sur le Parti Socialiste qui, à un moment donné, a fait le deuil des couches populaires. Et qui se dit, et c'est le rapport de Terra Nova, qui dit de toute façon, c'est perdu, le combat auprès des couches populaires, on a perdu, il faut attaquer les couches urbaines, les couches supérieures urbaines, c'est là notre terrain, les couches aussi issues de l'immigration, par contre les couches populaires, ouvrières, c'est terminé, le divorce est trop consommé, et c'est ce qui s'est passé à un moment où il n'y a pas eu de campagne, là, où le Parti Socialiste a capitulé, envoyé ce monsieur qui est bien brave, ce vieux monsieur, qui est bien brave, mais qui visiblement n'avait pas les épaules suffisamment larges, et qui surtout, c'est un truc, c'est que quand on joue sur le même terrain que son adversaire, on a perdu d'avance. Et quand on entend une gauche qui, dont le thème de campagne est la sécurité et l'installation des caméras de surveillance, c'est plié, quoi. Et la plupart des propriétaires, c'est tout de même des banques. Donc, ils ne vont pas spécialement dans notre intérêt à nous, mais dans leur intérêt financier. Donc, je pense que c'est à nous d'être vigilants et d'apprendre à trier. Puis par moment, il n'y a pas grand-chose à trier, parce qu'on voit à l'heure actuelle, on est en campagne électorale. Le matin, France Inter, pour citer que ça, parce que bon, après on éteint, les journalistes, les experts, tous les chroniqueurs nous donnent déjà les résultats des élections départementales. Donc, à la limite, moi, je suis des citoyens qui ont un peu ras-le-bol de la politique, qui sont écœurés, bon, il y a des moments, il y a de quoi, ça sert à rien d'aller voter, les résultats sont déjà là. Je veux dire. Donc, il faut arrêter de faire de la politique fiction. Moi, ce que je regrette, c'est que, par exemple, il n'y ait pas eu de reportage passant à des heures normales, c'est-à-dire à 22 heures, concernant les municipalités qui ont été Front National et qui ne le sont plus, parce que ça, on n'en entend pas parler. Et les gens parlent tout de même, parce qu'ils ont souffert pendant un mandat, certains, et les gens disent que bon, il y avait des quartiers mixtes où il y avait une vie culturelle. Très vite, les associations culturelles ont vu leurs subventions diminuer, voire supprimer, sur des critères, parce qu'ils faisaient de la politique. Vous montez une pièce de Brecht, effectivement, c'est de la politique, mais vous montez du vaudeville, vous voyez peut-être votre subvention conservée. C'est qu'est-ce qu'on appelle politique. Donc, et puis, donc, dans des quartiers, ces associations occupaient des locaux au rez-de-chaussée. Les locaux ont été vidés, parce que comme il n'y a plus d'activité, les gens ont vu arriver des squats. Et puis, ils ont aussi pratiqué le tri
concernant la cantine, quoi. Faut bien le dire, ça. Et c'est malheureux qu'on ne le dise pas. Parce que ce qu'ils écrivent à l'heure actuelle dans la publicité électorale, là, je veux dire, ils l'ont fait. Donc ça serait bien qu'on nous le rappelle, que c'est pas que des mots écrits comme ça, mais que ça a été une réalité dans un certain nombre de communes qui ont su se débarrasser d'eux. Ils sont plus prudents aujourd'hui, quand même. Et justement, ils ont ce contre-exemple des villes du Sud, Vitrolles, Marignane, Toulon, etc., qui a été effectivement un fiasco. Et donc là, l'enjeu de Marine Le Pen, c'était de ne pas reproduire ces erreurs et de gagner quelques villes. Et pour elle, ça, c'était la quantité idéale. Beaucoup parce qu'ils n'avaient pas le personnel politique pour gérer plus d'une dizaine de villes. Donc là, c'est le chiffre vraiment idéal. Là, ils ont fait venir leur cadre, des technocrates, qui ressemblent à n'importe quel autre technocrate de n'importe quel autre parti politique, et pour s'affirmer, pour apparaître comme de bons gestionnaires et d'incarner un frontisme municipal comme on parlerait d'un socialisme municipal ou d'un communisme municipal. Et pour l'instant, ils sont quand même relativement prudents, à part quelques erreurs. Effectivement, Béziers, ils ont fermé des centres sociaux, des trucs anecdotiques comme effectivement le linge aux fenêtres, etc. Mais par exemple, à Hénin-Beaumont, ils sont quand même extrêmement prudents. Ils ont commis quelques petits impairs. Ils ont viré donc, la Ligue des droits de l'homme, ils ont supprimé le local de la Ligue des droits de l'homme. Ils ont publié un arrêté municipal contre la mendicité qui en fait visait les Roms et qui en fait a été débouté par le préfet pour irrégularité administrative. Pour le reste, ils sont quand même extrêmement prudents, c'est-à-dire qu'ils y vont profil bas. Alors ils commencent à faire des petites erreurs, mais ils sont quand même malins, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'y vont pas comme les premières villes gagnées dans les années 90, où là, effectivement, ils appliquaient, c'était Bruno Maigret qui avait appliqué la préférence nationale des allocations réservées aux nationaux. Mais là, ils sont beaucoup plus prudents, parce qu'ils espèrent que ces quelques villes servent de modèle, et qu'en plus, qu'après, ils puissent faire tache d'huile ailleurs. Sur le film, pardon. J'entends parler d'intelligence politique. Je trouve surtout qu'on fait apparaître vraiment, enfin j'ai trouvé ça, mais je les ai trouvés vraiment bêtes, quoi. Il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de discours là. Dans le relationnel, ils ont joué sur le relationnel, mais je vois surtout, moi, une défaite d'un parti socialiste qui n'a pas su mettre quelqu'un en face dans un endroit, dans cette misère sociale, je vois surtout un échec plutôt qu'une victoire dans ce film. Leurs avancées sont faites de recul, quoi, et de faiblesse. Donc c'est une question qui nous revient en boomerang. C'est-à-dire qu'est-ce que nous, on peut faire, parce que là, la menace, elle n'est pas... Là, on n'est plus dans un truc où on s'amuse à se faire peur. Hein. C'est présent, là. Et puis là, demain, ils vont gagner des conseillers généraux, les conseillers généraux disent aussi des sources de financement supplémentaires. À la fin de l'année, il y a des élections régionales. Donc, et puis il y a 2017, et même si elle ne gagne pas un Front National à 30%, c'est un Front National qui pourrit la vie politique. Même à 12%, ils arrivaient à pourrir la vie politique depuis les années 90. Alors imaginez-vous à 30%. Qu'est-ce que ça veut dire? Un pays où il y a 30% des électeurs, et voire même plus, parce que leur influence culturelle, idéologique... Oui, vous avez raison, d'accord. Oui, mais d'accord, vous avez non, mais d'accord. Sauf qu'au niveau de l'influence des idées, c'est large. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que fait une droite qui revient au pouvoir, avec talonnée par un Front National qui est à 30%, et déjà, sans même avoir 30%, on a vu la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, imaginez-vous le climat politique dans lequel on va vivre si demain il y a un retour de la droite au pouvoir avec un Front National aussi puissant, influent et surtout pressant. Oui, pardon. Je voudrais prolonger la question que posait Anne.
il me semble que c'est bien la question qui se pose à nous, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire. Comment on en est arrivé là? Certes, il y a les médias, il y a la politique, les voyers, tout ce que l'on veut. Il me semble que profondément, il y a quelque chose qui a basculé quand, en France, mais on pourrait dire en Europe, dans d'autres pays, on le voit bien que ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire de gauche, il ne fonctionne plus. Pour une raison d'ailleurs simple, c'est que, y compris la gauche officielle ou la gauche alternative, qui aurait pu exprimer ça, elle est dans les mêmes difficultés. Donc, il me semble que, certes, on doit, comment dire, on se rassure un peu en cherchant des causes de type médiatique ou du complot, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre. J'ai trouvé ce film très bien, et en particulier des personnages qui étaient, des personnes qui étaient très attachants. Moi, ce qui me gêne sur la question du Front National, c'est qu'on entend peu les gens de peu, les gens simples. On en voit une ou deux, des dames, en colère. Mais finalement, je me dis, ça aurait été intéressant de rester avec elle et de voir cette colère qui s'est exprimée, mais qui se terminait quand même en disant « je vous souhaite quand même une bonne journée ». Et après, on voit qu'il y avait quand même des éléments encore sinon de fraternité, en tout cas de lien qui étaient là. Voilà, cette question-là, par exemple, j'ai été très intéressé, vous dénoncez les médias, mais je commence à voir, j'ai vu dans l'IB récemment, dans Le Monde, des vraies enquêtes tournées où on va voir des gens, pas des gens qui parlent du Front National ou des militants, mais des gens où on leur demande pourquoi, où ils en sont. Parce qu'effectivement, ils parlent peu et on les entend pas. Et l'autre, Obna, par exemple, fait un travail, mais d'autres, il y avait une enquête très intéressante, où, par exemple, dans Le Monde d'aujourd'hui, sur Nantes, là, sur les chantiers navals, hein, où ils sont rentrés dans des discussions, c'est intéressant. Deuxième chose, ça a été dit, il me semble, quand on parle du Front National, on parle il me semble, de choses qui sont très différentes. À Hénin-Beaumont, c'est presque une exception. Vous l'avez dit, c'est une greffe d'une tradition ouvrière qui a collé, enfin il y a une espèce de bricolage qui s'est fait avec une méthode qui était effectivement très proche d'une tradition bien adaptée au Nord. Mais Daniel Bordure l'a dit, la caractéristique du Front National, c'est que dans beaucoup de coins, il n'y a pas de militants, il n'y a pas de tract, il n'y a pas de campagne, il n'y a même pas d'insécurité ou de travailleurs étrangers, et néanmoins, on voit ce phénomène. Donc on voit bien qu'il y a un autre Front National, il y a aussi celui du Sud qui n'est peut-être pas tout à fait le même. Donc je pense que ça nous renvoie à une difficulté à comprendre ce qui est en train de se passer, qui pour moi est une ampleur assez extraordinaire. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une vraie souffrance sociale. Il y a une carte qui circule, je pense que Turquie l'a mis, la carte du vote Front National et la carte des inégalités sociales. C'est exactement la même carte. Voilà. Sauf que les souffrances, c'est pas nouveau, les souffrances du peuple, sauf qu'avant, la souffrance du peuple, elle était interprétée, canalisée par des partis. Il y avait un imaginaire. Exactement, dont la vocation était justement de capter cette souffrance et d'en faire une traduction politique. Aujourd'hui, le problème, c'est que le vote protestataire, l'expression d'une colère, ben, il n'y a que Marine Le Pen qui l'incarne, c'est le Front National qui l'incarne. Donc ça, c'est quand même... donc elle occupe un vide qui lui a laissé, qui a été laissé, un terrain qui lui a été laissé complètement. C'est abandonné. Et ça, c'est quand même... ça me concerne. Ça. Comment se fait-il que, quand je dis nous, c'est le camp, allez, on va dire rapidement progressiste, démocrate, comment se fait-il qu'on leur a laissé le terrain de la protestation, de la colère, des souffrances du peuple? Il y a une colère qui s'exprime, qui a essayé d'exprimer. Mais jusqu'à présent, le changement historique, c'est que depuis
depuis 2 siècles, la contestation, c'était la gauche qui avait le monopole. Et aujourd'hui, il y a un changement. Et avec les manifs pour tous, c'est qu'aujourd'hui, la colère, la contestation, elle est à droite et à l'extrême droite. Donc on y est pour quelque chose. C'est un peu comme si aujourd'hui... Il n'y a plus de repères. Mais c'est facile de dire ça. C'est facile de dire ça, mais nous, on est... Et quelle est la parole qu'on porte? Qu'est-ce que vous allez dire, quand vous avez peut-être des solutions, mais qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez discuter avec les gens? Qu'est-ce que vous avez à leur dire, à leur proposer pour créer une espérance? Sur les affiches de la campagne aujourd'hui, et effectivement, vous avez raison, avec des inconnus, et des fois, ils sortent les racleurs de bidaire. Vous avez vu, je sais pas, vous avez vu les candidats, franchement, ils mettent l'espérance. Ils n'ont pas d'école d'avenir, pas vraiment d'école d'espérance, mais n'empêche qu'ils arrivent à incarner cette espérance. Comment ça se fait? Comment ça se fait que nous, cette espérance-là, on n'arrive pas à l'incarner? Alors peut-être que vous avez une solution, et bravo, il faut nous le dire. Après, le problème, c'est ça, c'est qu'ils incarnent quelque part le parti qui a quelque chose à dire sous forme de critique du libéralisme aujourd'hui, et que malheureusement, c'est plus les partis de gouvernement qui l'incarnent, et qu'il y a une scission complète entre les élus et les militants. Eux, militants, ont des prétentions politiques, ils ont un discours à porter parce qu'ils sont sur le terrain. Aujourd'hui, les élus politiques, est-ce qu'ils sont sur le terrain? Je ne suis pas sûr. Il y a des initiatives associatives, on parle beaucoup de vie citoyenne, il y a beaucoup de choses qui se créent, qui s'inventent, avec le peu de moyens qui existent et qui sont donnés à toutes ces tentatives-là, mais il semblerait que, quand on parle de déficit de représentation, il y a aussi ça qui se pose. C'est-à-dire qu'il y a un silence radio derrière, dans le doux. Justement, ces élections-là, qui étaient médiatiquement, enfin tous les médias étaient focalisés dessus, il y avait l'idée d'une élection vraiment extrêmement importante, il y a quand même 50% d'abstention. Bon, même si c'est un peu moins qu'au premier tour, ça veut dire aussi que on n'a plus cette envie-là. C'est-à-dire que même s'il y a une nécessité aujourd'hui de porter quelque chose comme discours, c'est eux qui l'ont en main aujourd'hui. Oui, je voulais simplement dire que je suis tout à fait d'accord d'insister sur le rôle des médias dans la propagation des idées du Front National. Mais par ailleurs, là on parle peut-être de vide, de manque de la gauche. Moi je pense qu'il n'y a pas eu un vide de la gauche. Il y a eu quand même plusieurs quinquennats de pouvoir socialiste. Actuellement, je pense que la gauche au pouvoir, et donc il y a des gens qui ont voté pour ces partis-là et qui sont complètement déçus parce qu'il y a des actes qui sont faits. Il y a des actes, il y a des amis de la finance qui avant n'y étaient pas. Bon, c'est beaucoup de choses qui font que on comprend, enfin, c'est aussi une aide, je pense, pour que le Front National se développe. Donc il y a une responsabilité, moi je dirais que ce n'est pas un vide de la gauche, moi je dirais que c'est une responsabilité de la gauche. Oui, je suis un peu surpris de vos surprises finalement, parce que si vous regardez les 30 dernières années, vous vous poserez la question, est-on vraiment dans une démocratie? Est-ce que le Parlement, qui est quand même l'organe par excellence de la démocratie, est-il si représentatif? À force de manipuler les trucages de tous ordres, les représentations du peuple sont faussées. Où voulez-vous, avec le mode de scrutin actuel, que ce soit pour l'Assemblée nationale, et quand on a encore des institutions aussi surannées que ce malheureux Sénat de la République, qui n'est vraiment rejeté par l'ensemble de la population, et qui ne représente plus que des maires ruraux, essentiellement, qui se plaignent et qui ne se rendent même pas compte qu'il y a eu le pouvoir si longtemps avec la droite dans cette institution. Ils n'ont rien fait de particulier pour les campagnes. Aujourd'hui, on oppose campagne et ville. Alors, le Front National, comme vous le savez mieux que moi encore, il était sous-jacent, c'est la représentation qui fait qu'il était éliminé du Parlement. Mais il existait. Alors aujourd'hui, qu'il monte en puissance, il n'est pas nécessaire de changer les modes de scrutin, il arrivera fatalement.
Et quand un grand corps est malade, eh bien, il a des furoncles et il a même un anthrax. Et la France a un gros anthrax. Et ce n'est pas ce qui se passe actuellement qui nous met sur le bon chemin. Bonsoir, Artier, du collectif antifasciste de Besançon. Je voulais savoir par rapport à la production de ce film, qui a été financé, comment sont venus les fonds, parce que j'ai vu en dernière image, merci aux 500 personnes qui ont, etc. Alors comment a été fait ce film, et qui est un peu derrière, à part vous, etc. C'est-à-dire comme force occulte? Non, pas comme force occulte, comme collectif, comme financement, et parce que je pense qu'il y a quand même énormément une volonté d'exister. Est-ce que vous faites partie, est-ce que c'est des personnes d'Hénin Beaumont qui vous ont aidé, ou bien qui... et qu'est-ce qui se passe avec Hénin Beaumont actuellement, comme résistance, comme action, en fait? Le fait que le film a été refusé par les grandes chaînes de télévision, et à ce moment-là, quand un film n'a pas de diffuseur, il ne peut pas avoir d'autres types de financement, Centre national de la cinématographie, etc. Donc normalement, il était mort. Aujourd'hui, la chance, c'est qu'on puisse appuyer sur les réseaux sociaux. Et donc, on s'est dit, bon, on ne va pas s'arrêter en chemin. Et puis, il y a une vraie nécessité de faire ce film-là. Donc, on s'est mis à plusieurs, et puis on l'a fait avec nos bonnes volontés. On a créé un blog, et avec un appel à souscription publique. On a eu le soutien de Mediapart, qui nous a bien aidés. On a eu le soutien de Charlie Hebdo. Et puis, ça nous a permis, effectivement, de ramasser un minimum d'argent qui nous a permis de fabriquer le film, de ne pas payer l'équipe, mais de fabriquer le film. Donc on l'a fait grâce à ça, grâce donc aux 500 souscripteurs, mais dans ce qu'on pourrait appeler un peu un compte d'auteur. Sauf qu'un compte d'auteur pour un film, c'est plus cher qu'un compte d'auteur quand il s'agit d'écrire un livre. Mais on y est arrivé, et c'est une fierté et comme quoi ça marche, c'est-à-dire que les initiatives collectives, les aventures collectives, appuyées avec un appui des réseaux sociaux, on a une petite force de frappe. Ce n'est pas la même force de frappe que les grands médias, mais on arrive à faire des choses, ce qui aurait été impossible il y a encore une dizaine d'années. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe à Hénin Beaumont depuis? Et ben ça quand même, après quelques mois où ils sont pris quand même un camion sur la figure, ça a quand même permis de réveiller quand même les consciences endolories locales. Et aujourd'hui, il y a 2 comités de vigilance qui se sont créés et qui font des choses quand même relativement intéressantes. Ça a permis aussi d'être plus unitaire, c'est-à-dire qu'il y a des forces qui se sont agglomérées. Il y a des jeunes aussi qui ont participé à une forme de résistance qui est peu visible avant. Il y a des regroupements politiques entre le Front de gauche et les écologistes, ça c'est le cas Hénin Beaumont. Et il y a aussi des choses intéressantes sur le plan des initiatives, sur le plan de l'éducation populaire. Il y a une université populaire, alors plus large qu'Hénin Beaumont. Il y a des festivals qui se créent, et des festivals qui aujourd'hui, de musique, de théâtre, et qui aujourd'hui affirment clairement une volonté de résistance et de reconquérir en fait le terrain. Pas simplement sur le plan des idées et de discours, mais aussi, et je pense que ça c'est une analyse qui est pertinente, qui vous intéresse tous, c'est que la forme d'engagement aujourd'hui, elle n'est pas forcément directement politique, et qu'il y a un tel divorce entre justement les citoyens et la politique, que pour reconquérir le terrain et redonner envie de faire, d'avoir une action politique, passe aussi par la culture, l'éducation populaire, et moi je crois beaucoup à ce type de reconquête. C'est-à-dire effectivement faire des choses ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une formule qui est dire le vivre ensemble, etc. Moi je ne sais pas très bien ce que ça veut leur dire, c'est que pour vivre ensemble, il faut qu'on ait des espaces où on fait des choses ensemble. Et le fait de créer des festivals où les gens participent, ont l'impression de travailler ensemble autour de projets qui les animent, qui les concernent, qui les passionnent, c'est une des manières de reprendre le fil d'un engagement qui n'est pas directement politique, mais qui est un engagement citoyen, et d'autant plus dans le bassin minier, où il y a quand même
quand même assez un désert culturel. Je pense que ça a tout son sens. Là-bas, mais ailleurs aussi. Oui, il y a des gens qui sont fascinés au niveau médiatique par Le Pen. Moi, ce qui me fascine, c'est l'itinéraire d'un Delongil, ou Talongil, je vois Talongil. Moi, ça me fascine parce qu'il a été maire de la commune, hein, il a été condamné, il a pris de l'argent, tout le monde a bien vu ce qu'il a fait, et puis il a l'impudence de se représenter, et il fait quand même un score qui n'est pas négligeable non plus. Hein. Donc, comme d'ailleurs font certains élus qui ont été condamnés, je pense au Balkany, et qui même certains sont réélus. Donc moi, ça m'inquiète quand même, ces gens-là. Ça m'inquiète d'autant plus que Dalongil était socialiste, militant socialiste important. Et moi, j'entends même des gens autour de moi qui étaient de gauche, qui disent les Dalongil, il faut les purger. Et certains disent, jouons Le Pen pour vider les Dalongil. Et donc cette tentation-là qu'on a chez certains militants qui ont été à gauche, ou qui le sont un petit peu, on va purger avec une Le Pen. Et moi, cette tentation-là, elle m'inquiète un petit peu. Hein, donc elle m'inquiète. Je pense qu'il y aurait, au niveau des partis politiques et au niveau de la justice, sans doute, à être plus ferme par rapport aux élus corrompus, qui ont fait de la prison, qui ont été inculpés ou mis en examen. Donc. Merci d'être venu. Hein.